Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la Massiette. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais tout simplement casser les mythes et surtout répondre à vos questions à propos des mythes en général en nutrition et en musculation. Je vous ai tout simplement demandé sur Instagram de me poser des questions en vrai ou faux. Par exemple, vrai ou faux, les glucides le soir font grossir. Et moi j'y répondrai par vrai ou par faux et je donnerai une petite explication sur le pourquoi du comment de ma réponse. Et évidemment, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime pour tout simplement nous montrer votre intérêt et surtout, et ça c'est le plus important, mettre un petit fromage dans les commentaires puisque c'est le petit fromage qui va améliorer le référencement de la vidéo pour nous remercier de faire des vidéos toujours autant qualitatives et gratuites. Vrai ou faux, il faut manger juste après sa séance de sport. Est-ce qu'il faut manger directement après la séance ? Faux. La vérité, c'est que la fenêtre anabolique en fonction de votre, on va dire, niveau dépend, mais au tout début, lorsque vous êtes tout débutant en musculation, votre fenêtre anabolique dure 72 heures. Donc c'est énorme. Ça fait plus de 3 jours après l'entraînement pour venir apporter suffisamment de protéines et de nutriments de qualité pour récupérer musculairement et être meilleur pour la suite. Évidemment, au plus vous augmentez en niveau, au plus cette fenêtre rétrécit. Mais elle n'est jamais minime. Quand on pense qu'il faut manger dans les 30 minutes qui suivent l'entraînement pour avoir suffisamment de récupération, c'est pas vraiment le cas. La fenêtre anabolique, même pour un pratiquant avancé, elle sera au moins de 2-3 heures. Donc dans l'absolu, après votre entraînement, aucun intérêt à vous dire il faut que je me dépêche de boire un shaker ou autre. Non, tant que dans les 2-3 heures qui suivent, vous avez un repas complet, c'est le plus important. Et finalement, venir rapporter de la protéine avant, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est pas même contre-productif dans le sens où si votre premier repas il est complet, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de protéines mais aussi suffisamment de lipides et de féculents ainsi que des vitamines, vous aurez évidemment une meilleure synthèse protéique que si vous aviez tout simplement juste pris un shaker de whey. Vrai ou faux, le jeûne intermittent permet de perdre du poids? Alors, vrai, mais il faut nuancer. Le intermittent permet de perdre du poids, mais n'importe quel entre guillemets, régime mais diète permet de perdre du poids pour la simple et bonne raison que ce qui compte c'est l'apport calorique que vous avez sur votre semaine. Je ne veux même pas dire par jour mais sur votre semaine. En réalité, si vous arrivez à être en déficit calorique avec un jeûne intermittent parce que le fait de sauter un repas vous permet de manger moins de calories par jour ou par semaine, dans ce cas-là, parfait. Mais pour certaines personnes, ça empêche cela parce que le jeûne intermittent finalement crée une sorte de frustration de ne pas manger un premier repas et donc surcompensation sur les suivants. Ce qui amène pas spécialement à un déficit calorique si vous comptez pas vos calories par rapport à si vous vous disiez je vais manger tous les repas mais je vais faire attention à ne pas dépasser un certain quota de calories. Finalement, ce qui va compter c'est le quota de calories. Vous pourrez très bien perdre du poids en jeûne intermittent ou en 3, 4, 5 repas par jour. Ce qui compte c'est simplement l'apport calorique qui va être respecté via une ou l'autre alimentation. J'ai envie de dire même si finalement, vous faites attention 6 jours sur 7 et que le 7e jour, vous faites n'importe quoi parce que cheat meal ou autre, eh bien, il se trouve que peut-être que sur la semaine, vous aurez dépassé vos besoins de déficit et donc vous ne perdrez pas de poids. Donc, c'est pour ça que je dis potentiellement les calories par semaine et non par jour. D'ailleurs, troisième question, vrai ou faux, le cheat meal n'est pas bon à faire. Vrai, mais encore une fois, je vais nuancer parce que rien n'est noir ou blanc en musculation et dans le monde de la nutrition. Ce qui se passe, c'est que le cheat meal, c'est pas quelque chose de conseillé pour la simple et bonne raison que déjà, se restreindre 6 jours sur 7 et avoir un jour par semaine où on se pète le vide, où on se fait plaisir entre guillemets, c'est pas une bonne relation à l'alimentation. Pour la simple et bonne raison que si vous vous faites plaisir que un jour par semaine, eh bien ça veut dire que le reste de votre alimentation ne vous plaît pas. Et si finalement plus de 80% de votre alimentation ne vous convient pas et que les 20% c'est seulement le pétage de bide du cheat meal, c'est dommage en fait. Ok. Alors, dans cette optique-là, c'est dommage. La deuxième chose pour laquelle c'est dommage, je l'ai expliqué précédemment, c'est tout simplement que faire un cheat meal, ça peut, si c'est pas quantifié, eh bien tout simplement augmenter votre apport hebdomadaire de calories et dépasser le palier qui vous permet de perdre du gras et repasser en maintien calorique et donc ne pas perdre de gras à long terme. Si vous faites un cheat meal parce qu'il existe des façons de faire qui sont un peu plus intelligentes et je n'appelle pas ça cheat meal personnellement, c'est plutôt comme je vous explique par exemple actuellement pour mes clients en coaching. Parfois, ce qu'on fait, c'est que, admettons, ils savent une semaine à l'avance que le samedi, ils vont avoir un resto. Eh bien, on essaye de savoir plus ou moins combien de calories ils vont avoir besoin pour ce resto et on l'extrapole sur la semaine. Prenons l'exemple de quelqu'un qui mange 14 000 calories par semaine ou 2 000 calories par jour. Si maintenant il sait absolument qu'il va avoir un resto le samedi et que le resto ça va être entrée, plat, dessert et qu'il veut se faire plaisir et même boire un verre ou deux d'alcool, eh bien on se dit peut-être que le repas va faire 2 000 calories directement.
Sauf que c'est les calories de sa journée. Il faut qu'il mange le reste de la journée, sinon il va arriver affamé, il va encore faire n'importe quoi, encore plus. Donc, dans l'absolu, on peut partir du principe que c'est une journée à 3000 calories. Finalement, il vous en reste 11 000 sur 6 jours. Il suffit de les répartir intelligemment pour arriver à un total calorique sur la semaine de 14 000 calories, comme si vous aviez mangé tous les jours en déficit à 2000 calories, sauf que vous avez fait un jour haut et 6 jours plus bas. Donc ça marche très bien cette façon-là, seulement si vous arrivez à traquer vos repas plaisir. Même si, comme vous l'avez compris au début, tous les repas doivent être plaisir. Finalement, même cette méthode-là, elle n'est pas spécialement considérée comme un cheat meal parce que vous pouvez aussi, sur la même semaine, par exemple, avoir une glace chaque soir en dessert. Ça n'empêche pas, en fait. La glace ne fait pas partie du cheat meal. Il faut que l'alimentation soit intelligemment construite pour qu'il y ait un équilibre entre plaisir et diète. C'est le principe de notre chaîne, finalement. Évidemment, il faut pouvoir avoir des moments où on mange plus de calories parce que ça arrive, que ce soit les fêtes de fin d'année, des restos ou autres. Et il n'y a pas besoin de se priver sur cela. Tout n'est pas privation ou tout n'est pas yo-yo entre cheat meal et privation. Vous pouvez faire un équilibre qui vous permet d'atteindre votre objectif sans pour autant avoir besoin de tout le temps vous restreindre ou d'avoir que des petites périodes de plaisir. Ok, c'est super important de comprendre ça. D'ailleurs, si vous avez des questions ou des intérêts à propos d'un suivi avec nous, que ce soit nutrition, entraînement ou même une consultation ou autre, on a le lien dans la description qui est un lien pour remplir un questionnaire, pour candidater à un appel gratuit avec nous, appel qui peut durer 30-45 minutes pour un petit peu exposer vos problèmes et qu'on voit comment on peut vous aider et avec quel type de suivi vous pourriez être aidé. Donc vous avez cet appel gratuit, candidature dans la description, n'hésitez pas à aller checker si ça vous tente. Il vous faut que les sodas zéro font quand même grossir. Alors c'est faux de chez faux. Et là, il n'y a pas de nuance, c'est faux. Pour la simple et bonne raison que si c'est un soda zéro, dedans il y a bien le mot zéro. Attention à ne pas confondre avec zéro sucre ajouté. Si vous avez un soda avec zéro sucre ajouté et que vous voyez que dedans il y a du jus d'orange, du machin, du jus de fruits, eh bien finalement il n'est pas zéro calorie, il est zéro sucre ajouté. Il y a évidemment le sucre des fruits et donc à ce moment-là c'est l'apport calorique. Si c'est un zéro calories, il n'apportera pas de calories. Donc même s'il y a des édulcorants dedans, les édulcorants, évidemment tout dépend lesquels sont sélectionnés, mais si l'étiquetage vous dit qu'il y a 0 calorie ou 1 calorie par 200 ou 300 ml, c'est un soda zéro. Ça veut dire qu'il y a 0 calorie, il ne vous fera pas grossir. Évidemment, il pourrait potentiellement vous donner envie de consommer du sucre, mais ce n'est pas le cas en fait des édulcorants. Ça ne donne pas envie de plus de sucre en réalité. Au contraire, ça vous permet, quand vous avez envie de sucre, de satisfaire cette envie. En plus, c'est souvent pétillant. Qui dit pétillant dit souvent rassasiant. Donc si vous avez faim et que vous êtes entre deux repas et que vous prenez un soda zéro, vous aurez un goût sucré qui vous plaira, du pétillant qui vous calera et quelque chose à boire ou siroter qui vous donnera cette sensation d'être occupé. Donc tout ça, c'est bénéfique pour finalement même perdre du poids pour les personnes qui avaient l'habitude de boire des boissons caloriques. Ça va les faire même perdre du poids. Donc finalement, on pourrait même dire que c'est sain, que c'est bon pour la santé pour la simple et bonne raison que si vous améliorez votre composition corporelle parce que vous êtes moins gras grâce à ces boissons que vous avez remplacées par rapport à des boissons caloriques, et bien que vous mangez moins parce que vous arrivez à consommer ces boissons pour moins manger, et bien vous arrivez à un stade où votre poids est plus faible et votre gras est plus faible, et avec un gras plus faible, notre composition corporelle, donc la façon dont notre corps est meilleure, et donc on est en meilleure santé, grâce finalement indirectement aux boissons zéro. Donc c'est vraiment pas quelque chose que je considère comme malsain ou qui fait grossir, c'est pas du tout le cas. Okay, et alors certes, certains vont penser que certains édulcorants sont vraiment mauvais, mais en réalité les édulcorants c'est loin d'être quelque chose de mauvais en soi. Évidemment qu'on n'a pas des études dessus depuis plus de 15-20 ans, mais 15-20 ans je crois que c'est déjà pas mal. Et c'est comme tout, c'est une question de quantité. Si vous respectez des doses correctes, il n'y aura pas de risque, que ça soit du sucre ou des édulcorants, peu importe. Ce qui va faire la différence, c'est l'apport calorique qu'apporte l'un ou l'autre sucrant. Alors, vrai ou faux, le repos est aussi important que le reste. Alors ça, c'est un truc que beaucoup de gens ont du mal à prendre en compte, mais c'est vrai. Pour la simple et bonne raison que si vous pensez devoir tout le temps vous entraîner 7 jours sur 7 par exemple pour progresser, en fait finalement c'est pas le cas. Et j'ai le cas chez beaucoup de coachés actuellement qui ont du mal à comprendre ça, c'est que même les jours de repos, je vous donne un exemple, ils ont 5 jours d'entraînement de musculation par semaine ou 4 ou 3, ça dépend un petit peu de chacun. Et sur tous les jours off, mais là le cas que je vous explique, c'est quelqu'un qui a du mal à arrêter de s'entraîner. Donc 5 jours d'entraînement de musculation. Et à côté de ça, les 2 jours de repos, c'est 2 jours où ils font de la course à pied ou du cardio. En fait, on se retrouve sur des semaines où tous les jours d'entraînement, tous les jours sont des jours d'entraînement. Donc le système nerveux n'a pas le temps de récupérer suffisamment puisqu'il est tout le temps soumis à un stress. Le sport est mine de rien un stress. Et quand c'est le cas, eh bien on se retrouve à ne pas récupérer suffisamment nerveusement. Mais quand le nerveux n'a pas suffisamment récupéré, il est cohérent que la performance à l'entraînement la semaine suivante est potentiellement moins bonne. Et donc tout simplement, ça joue sur votre récupération, votre performance et donc votre potentielle prise de muscle à l'entraînement suivant. Et donc potentiellement que
c'est important d'en prendre du repos pour avoir plus de performance et donc prendre plus vite du muscle. On se dit toujours plus c'est mieux, mais pas vraiment. Prendre du repos, c'est un des points les plus importants de la musculation. Il n'y a pas que le repos à dormir la nuit. Ceux qui me disent oui, mais je dors quand même 7-8 heures par nuit. Oui, non, mais il y a aussi repos, un jour complet off pour que votre nerveux récupère. C'est important de prendre au moins un jour off. Après, bien évidemment, tout dépend de chacun. C'est pas impossible de s'entraîner 7 jours sur 7 sans se blesser, mais c'est pas spécialement le plus optimal qui soit. Vrai ou faux, la cigarette ralentit la progression? Vrai. Après, ça dépend quel type de cigarette. Si vous prenez de la cigarette électronique ou de la cigarette normale, ça joue aussi un petit peu sur la santé. Mais finalement, ce que je veux dire par là, c'est que qui consomme on va dire des produits à inhaler, a probablement des problèmes pulmonaires plus rapidement ou plus importants que les autres. Et si c'est le cas, eh bien le cardiovasculaire et le pulmonaire sont quand même importants dans les sports. Donc finalement, si vous êtes moins performant à ce niveau-là et que votre respiration est moins bonne, vous avez potentiellement moins de capacité à fournir un effort et donc potentiellement moins de performance et donc ralentissement des performances par rapport aux personnes qui ne consommeraient pas de produits à inhaler. C'est super important de comprendre ça. Après, est-ce que ça veut dire que c'est interdit? Tout dépend un petit peu chacun et l'objectif de chacun. Je dis toujours que l'optimisation à 100%, c'est bien de la connaître. On n'est pas tous obligés de la suivre pour la simple et bonne raison que le plus important, c'est de trouver un équilibre pour vous qui vous permet de vous faire plaisir au quotidien et en même temps, bien évidemment, d'atteindre vos objectifs. C'est ça l'équilibre plaisir et diète. C'est pas spécialement de faire que de la diète, que de l'entraînement ou tout ça pour progresser. Ça va fonctionner aussi avec 60% d'optimisation et 40% de plaisir entre guillemets. Il y a vraiment un équilibre à trouver pour chacun. Vrai ou faux que faire du sport le soir est mauvais pour le sommeil? Alors, c'est faux, mais certaines personnes ont tendance quand même à ressentir une sorte de difficulté d'endormissement s'ils font du sport avant de se coucher. Normalement, il n'y a pas d'impact négatif à faire du sport avant de dormir. En général, c'est même bénéfique pour la qualité de l'endormissement. Bon, bien sûr, ne le faites pas 10 minutes avant, mais je veux dire, si dans l'heure qui a précédé, vous faisiez du sport, vous êtes rentré, vous êtes lavé, vous avez mangé, vous avez été dormir, il n'y a pas vraiment de problème. Donc, c'est faux. Vrai ou faux, faire une relance métabolique progressive est plus assimilable par le corps? Faux, pour la simple et bonne raison qu'il est important en relance métabolique, donc la relance métabolique c'est tout simplement à la fin d'un déficit calorique, on remonte un total calorique cohérent de maintien ou de surplus léger. L'idée c'est principalement de comprendre que, en fait, si vous testez les deux méthodes, vous allez voir que, imaginez, vous vous dites, bête exemple, on va repartir sur un exemple simple, 1500 calories par jour, vous perdez du gras. Votre maintien théorique, calculé sur base de formules pour votre poids, votre taille et votre activité, est réellement calculé à 2000 calories par jour. Mais vous en consommez 1500 pour perdre du poids. Une fois que vous avez fini votre perte de poids et que vous voulez remanger, entre guillemets, suffisamment, vous pouvez très bien remonter directement à votre maintien théorique, c'est-à-dire 2000 calories, et votre poids va pas spécialement bouger, ou un petit peu parce que vous aurez plus de nourriture dans votre transit, et donc un petit peu plus aussi de rétention d'eau parce qu'un peu plus de glucides, mais le poids va vite se stabiliser, voire même parfois chez certaines personnes redescendre comme on a pu le remarquer. Et finalement, si vous aviez fait, bon bah de 1500 je passe à 1600, puis 1700, 1800, 1900, 2000 et que ça a pris 6 semaines, en réalité vous verrez que le poids final stabilisé avec finalement une nouvelle quantité de nourriture dans le transit et une nouvelle rétention d'eau sera le même que vous ayez fait 6 semaines de progressive augmentation ou que vous ayez fait directement un retour à maintien théorique. Une fois atteint le maintien théorique, évidemment là il y a un intérêt à faire des petites surcharges, des petites augmentations progressives de l'apport pour voir comment le corps va réagir d'une semaine à l'autre. Mais faire finalement l'étape inverse de ce que vous avez fait pour perdre, pour reprendre, c'est bête parce que vous perdez du temps alors que vous pourriez directement remonter à maintien et les résultats sont nickel. Je le vois chez des centaines de personnes que je coach depuis 5 ans. Vrai ou faux, est-ce que le cardio à jeun fait plus perdre de gras? En gros, c'est de faire vulgariser. Quand on regarde le type de composé dans lequel le corps va puiser lorsqu'on s'entraîne et qu'on doit fournir un effort, en fait, en fonction de ce que vous avez comme nourriture en vous, vous allez puiser différemment. Pour du cardio, si vous avez potentiellement du glucose en vous, donc parce que vous avez mangé des glucides, etc. ou autre, eh bien, dans les heures qui viennent, eh bien, le corps va potentiellement aller dans le plus rapide, c'est-à-dire consommer les glucides de votre sang ou de votre glycogène musculaire. Si, à l'inverse, vous allez tout simplement rien manger, on se dit que du coup, la première chose qui va être puisée dans le corps, puisqu'il n'y a plus rien dans le sang, c'est le stockage. Et le stockage, c'est principalement
le gras. Bon, si on va aller plus loin, on peut même voir que finalement le déstockage du gras, des zones de stockage de gras en activité, se fait en général après 20 minutes d'effort. Donc on pourrait même dire faire du cardio au-delà de 20 minutes à jeun permettrait de perdre plus de gras et donc ce serait intéressant. Alors, la vérité, on va puiser certes dans une source d'énergie qui est une réserve, qui est le gras, on est bien d'accord. Sauf que c'est pas parce qu'à un instant T vous avez puisé dans cette source de réserve là que ça va tout simplement puiser ce gras et ne plus jamais le re-remplir et donc finalement que vous allez vous retrouver avec un peu de gras en moins stocké. Ok, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette dépense cardio va engendrer un besoin d'énergie qui va être déstocké en gras, mais après, lorsque vous allez manger, au lieu d'aller nourrir finalement cette dépense énergétique que vous avez eue, ou cette diminution de la quantité de glycogène que vous auriez eu, ça a été du gras on va dire, eh bien le corps, vu que vous avez tout simplement déjà vidé le stock pour donner au corps ce qu'il avait besoin, en fait lorsque vous allez manger, il n'aura plus besoin de quoi que ce soit le corps vu qu'il aura déjà reçu grâce à la réserve cela. Donc qu'est-ce que le corps va faire? Tout ce qu'il va recevoir, il va directement le remettre dans cette zone de stockage si on veut schématiser. Parce qu'il n'a pas besoin de l'utiliser, parce qu'il a déjà fait ce qu'il avait besoin de faire avec l'énergie. L'énergie, il l'a déjà reçue, donc ce qu'il va recevoir, il n'en a pas besoin, donc il va le restocker. Ce que je veux dire, c'est schématique, mais ça veut tout simplement dire que finalement, ce qui compte, c'est l'apport calorique. Si votre apport calorique sur la journée doit être de 2000 calories et que vous faites du cardio à jeun, eh bien, vous allez perdre du gras sur le moment T parce que vous allez déstocker entre guillemets dans votre gras parce que c'est là qu'il y a de l'énergie au moment où vous vous entraînez à jeun. Mais lorsque vous allez manger ensuite, votre corps, à la fin de la journée, à minuit, on va dire, il va juste regarder à terme combien de calories vous avez mangé par rapport à vos besoins. Et si vous avez mangé plus que prévu, il va stocker dans cette zone-là. Et si vous avez mangé moins que prévu, il va déstocker de cette zone-là. Que vous ayez fait le cardio à jeun ou à l'effort, après un repas, eh bien vous aurez le même résultat parce que il va tout simplement regarder l'équilibre en fait. Lui, il regarde juste les sorties et les rentrées d'énergie dépensée et d'énergie apportée et il va faire un équilibre. Quand il en reçoit plus que ce qu'il en a besoin, il va le stocker. C'est même le cas entre deux repas. Si entre deux repas, il reçoit plus d'énergie que ce qu'il a besoin pour fournir l'énergie qu'il avait précédemment utilisé, eh bien il va mettre le reste en stockage sur la journée. Mais à la suite, dans les heures qui suivront, il va tout simplement avoir besoin de nouveau d'énergie, il va aller déstocker ça. Donc en fait, le stockage-déstockage se fait tout le temps dans votre corps. Donc même si vous allez puiser dans du stockage à jeun, vous allez restocker ensuite lorsque vous aurez plus besoin d'énergie et que vous allez manger. Donc ce qu'il faut compter, c'est surtout l'apport calorique journalier. Peu importe que vous ayez fait du cardio à jeun ou non. Et j'irai même plus loin, si le cardio n'est pas à jeun, vous allez potentiellement brûler plus d'énergie pour la simple et bonne raison que lorsque le corps n'est pas en mode famine ou en mode à jeun, eh bien il va tout simplement être plus à même à brûler des calories lors de l'activité. C'est ce que la science a prouvé, c'est que si vous faites du sport à jeun, vous brûlez moins de calories parce que le corps est en mode réserve, récupération et économie, alors que si vous avez mangé quelque chose ou au moins des protéines, vous aurez plus de facilité à dépenser plus d'énergie à l'effort. Bon les gourmands, la vidéo étant longue, à ce que je viens de voir, j'ai au moins 30 minutes de vidéo, plus de 15 questions. Je vais tout simplement scinder la vidéo en deux parties. Donc vous avez la partie 1 ici et la partie 2 dans la prochaine vidéo. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie. Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé parce que je vais te dire là maintenant. Je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait, est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de muscle, que ce soit une meilleure relation à l'alimentation, que ce soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ce soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description.
C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça, c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.